Un décret, 90 ans de domination bouleversée. Que signifie vraiment la rupture du Sahel avec le CFA franc? Vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourquoi ce geste, en apparence administratif, ressemble à un coup de tonnerre pour tout un continent. Depuis des décennies, le CFA franc symbolisait, pour des millions de gens, la stabilité d'un côté et la dépendance de l'autre. Aujourd'hui, tout change. Le Sahel prend son destin en main, décide enfin de ses propres règles, de ses propres richesses. Pour la première fois depuis presque un siècle, un décret redéfinit le contrôle des ressources locales et ouvre la voie à une souveraineté que peu osaient encore imaginer. Mais ce qui se prépare va bien au-delà d'un simple changement de billet ou de logo sur une monnaie. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les États du Sahel ne se contentent pas de tourner la page du passé. Ils écrivent un nouveau chapitre où chaque décision compte, où chaque geste est lourd de conséquences, visibles, immédiates, mesurables. À l'heure où le monde entier s'interroge, où les économistes restent prudents, où les chancelleries observent en silence. Une révolution silencieuse est bel et bien en marche. Jusqu'où ira-t-elle? Quelles barrières, encore considérées comme infranchissables hier, tomberont demain? Imaginez, pendant plus de 70 ans, jusqu'à la moitié des réserves de devises du Sahel étaient obligatoirement déposées dans un trésor éloigné, empêchant des projets locaux de voir le jour. Des écoles manquaient de fournitures, des hôpitaux de médicaments, des routes restaient inachevées. Désormais, libérés de cette contrainte, les États peuvent réinvestir directement dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs commencent déjà à percevoir les premiers effets. Des investissements locaux qui redonnent espoir, des marchés plus dynamiques, des projets qui voient enfin le jour sans attendre une validation extérieure. Ce n'est pas une information abstraite, ni une révolution symbolique. Il s'agit d'une transformation concrète qui touche chaque aspect de la vie quotidienne. Ignorer cette transition, c'est risquer de rester prisonnier d'un système dépassé, de perdre sa capacité à agir, à s'adapter aux nouvelles dynamiques du pouvoir régional. Comprendre ce qui se joue, c'est au contraire saisir une opportunité rare, celle d'accompagner ou même de façonner un avenir qui, pour une fois, appartient vraiment aux habitants du Sahel. Ce mouvement impulsé par Ibrahim Traoré n'a rien d'un coup de tête. Il s'appuie sur une stratégie réfléchie, sur l'envie profonde de rompre avec des décennies de dépendance. Ce sont les populations qui, pour la première fois, vont entendre la vérité derrière cette transformation. Comment un simple décret peut renverser un ordre qui paraissait immuable, redistribuer le pouvoir économique et surtout, donner à chacun une place dans la nouvelle histoire du Sahel. Êtes-vous prêt à voir ce qui se cache derrière l'actualité? À comprendre ce qui, dans le silence, change le cours de la région et peut-être du continent entier? Alors, pour mesurer toute la portée de cette rupture, il faut revenir au point de départ, là où tout a commencé. Entrons ensemble dans le contexte historique qui explique pourquoi ce geste, aujourd'hui, change tout. Comprendre 70 ans de chaînes invisibles. Pourquoi le CFA franc a-t-il tant freiné le Sahel? Pour vraiment saisir l'ampleur du bouleversement que vit aujourd'hui la région, il faut remonter à l'origine de cette monnaie, imposée après la Seconde Guerre mondiale. Présenté comme un pilier de stabilité, le CFA franc s'est révélé être, pour le Sahel, un outil de contrôle plus qu'un vecteur d'autonomie. Ce système a obligé des générations entières à placer une partie énorme de leurs richesses, jusqu'à 50% de leurs réserves de change, dans des coffres situés à l'étranger. Imaginez un instant, la moitié de l'argent gagné par les paysans, les commerçants, les travailleurs du Sahel, immobilisés loin des besoins locaux, inaccessibles pour l'école du quartier, l'hôpital du village ou le chantier d'irrigation tant attendu. Cette réalité, peu connue, a eu des conséquences directes et visibles. Des projets cruciaux pour l'avenir du Sahel, routes, réseaux électriques, modernisation de l'agriculture, ont été freinés, reportés, voire abandonnés, faute de financement immédiat. Chaque décision majeure devait passer par des circuits lointains, soumis à l'approbation de pouvoirs étrangers, ralentissant la moindre initiative.
C'était comme si le temps et la volonté du Sahel étaient suspendus à un fil invisible, difficile à rompre. Et derrière cette façade de stabilité, un sentiment d'impuissance économique a grandi, génération après génération. Les communautés rurales, les entrepreneurs locaux, les jeunes diplômés voyaient leur potentiel bridé, leurs efforts rarement récompensés à leur juste valeur. Pendant ce temps, les bénéfices des matières premières locales, du coton à l'or, filaient souvent hors du continent. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis près d'un siècle, cette histoire change. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, leader charismatique et déterminé, le Sahel ose reprendre le contrôle. Sa décision d'en finir avec la tutelle du CFA franc n'est pas un simple geste politique, ni une bravade idéaliste. C'est une stratégie réfléchie, planifiée, qui vise à rendre aux États du Sahel la maîtrise de leur monnaie, et donc de leurs ressources, de leurs choix budgétaires et de leur avenir. Ce changement commence par un acte administratif discret, mais au potentiel explosif, la signature d'un décret. Ce geste lance une onde de choc magistral dans toute la région. Du jour au lendemain, les premières mesures permettent de réutiliser localement près de la moitié des fonds, jusque-là bloqués à l'étranger. Les écoles reçoivent du matériel, les hôpitaux sont approvisionnés en médicaments essentiels, les marchés et les exploitations agricoles voient arriver des financements auxquels ils n'avaient jamais eu accès. Les commerçants et les paysans perçoivent enfin que leurs efforts produisent un véritable retour, immédiatement visible dans leur quotidien. Ce n'est plus une promesse floue, mais une réalité, chiffrée et mesurable. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle cette transformation se manifeste. Dès les premières semaines, les institutions financières de la région doivent réorganiser leurs circuits, les entreprises locales réévaluent leurs investissements, et les communautés rurales constatent directement les fruits de cette autonomie retrouvée. On assiste à une accélération impressionnante des échanges. La monnaie circule mieux, les projets redémarrent, les perspectives d'avenir se dessinent avec une clarté inédite. Bien sûr, cette dynamique ne passe pas inaperçue. Les anciennes puissances, surprises par la détermination de Traoré et de ses alliés, tentent d'imposer de nouvelles pressions diplomatiques ou économiques. Mais ici, pas de panique ni de chaos. La stratégie, méticuleusement préparée en amont, permet d'anticiper les chocs et de maintenir un cap cohérent. Les leaders du Sahel montrent que la région peut non seulement résister aux pressions externes, mais aussi avancer plus vite et plus loin. Pour le public, c'est une révolution silencieuse, mais totale. Louper ce contexte, ce serait passer à côté de la clé de lecture indispensable pour comprendre la suite des événements. Car tout s'accélère. L'autonomie économique ne relève plus du rêve ou du discours politique. Elle devient tangible, vécue, et la confiance des populations grandit à mesure que les résultats s'accumulent. Dans les villages, sur les marchés, dans les écoles, on sent que quelque chose est en train de basculer. Mais comment ce petit geste administratif a-t-il pu déclencher une telle onde de choc? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans la suite de cette vidéo. Un geste discret, une réaction en chaîne. Voici comment le Sahel a commencé à bouleverser l'ordre mondial. Tout commence par la signature d'un décret, passé presque inaperçu hors de la région, mais dont l'impact fut immédiat et colossal. D'un trait de plume, la dépendance au CFA franc a pris fin, et avec elle, 70 ans d'assujettissement monétaire. C'est la rupture concrète que beaucoup croyaient impossible. Pour la première fois depuis des générations, le contrôle de la monnaie échappe au centre de décision extérieure et revient entre les mains des peuples du Sahel. Ce changement, voulu et orchestré par Ibrahim Traoré, n'est pas qu'une décision d'apparat. Dès les premiers jours, on assiste à la réaffectation immédiate des fonds jusque-là placés dans des coffres lointains. Près de la moitié des réserves, auparavant figées à l'étranger, sont désormais injectées dans l'économie locale. L'éducation, la santé, l'agriculture. Ces secteurs prioritaires reçoivent un souffle nouveau. Les écoles se rénovent, les salles de classe accueillent à nouveau des élèves dans de meilleures conditions. Les hôpitaux se rééquipent, permettant de soigner dignement des milliers de familles qui, jusqu'alors, manquaient du strict nécessaire. Dans les campagnes, l'agriculture bénéficie de soutiens concrets, nouveaux outils, semences adaptées,
accès facilité au marché. L'argent circule, palpable, et la différence se voit dans la vie quotidienne. Mais ce n'est pas tout. L'un des effets les plus visibles, c'est la rapidité avec laquelle la nouvelle monnaie s'implante et fait bouger l'économie. Là où les flux monétaires étaient autrefois freinés par des circuits bancaires extérieurs, aujourd'hui, ils irriguent directement les villes et les villages. La vitesse des transactions explose. Les entrepreneurs locaux, longtemps freinés dans leurs ambitions faute de liquidité, voient s'ouvrir de nouvelles opportunités. Les marchés sont dynamisés, plus d'échanges, plus d'investissements, une confiance qui se reconstruit peu à peu après des décennies de frustration. Les chiffres ne mentent pas. En quelques semaines, la région affiche une hausse significative des transactions internes. Les commerçants n'attendent plus des semaines pour être payés, les agriculteurs vendent leur production sans dépendre de circuits opaques. Et ce regain d'activité, c'est aussi un retour de la dignité et de la prévisibilité. Pour la première fois, les habitants sentent que leurs efforts sont récompensés, que chaque jour travaillé a un sens, car les fruits de leur labeur ne s'envolent plus au loin. Pourtant, cette transformation suscite, sans surprise, des résistances. Dès l'annonce de la rupture, les pressions extérieures se sont intensifiées. Les grandes puissances financières, inquiètes de la perte d'influence, menacent de sanctions. Les analystes internationaux prédisent instabilité et volatilité. Les médias étrangers s'inquiètent pour la stabilité régionale, comme si l'avenir du Sahel ne pouvait se décider sans leur aval. Il y a des craintes, des avertissements, des critiques. Certains experts affirment que l'émancipation monétaire risque de provoquer de l'inflation, voire d'isoler la région diplomatiquement. Mais la réponse du Sahel est claire. Cette rupture n'a rien d'improvisé. Elle s'appuie sur une coordination régionale solide, une stratégie anticipée. Ibrahim Traoré et ses alliés n'ont pas simplement coupé les ponts avec le passé. Ils ont prévu des mécanismes de contrôle monétaire, surveillant la liquidité et encadrant l'émission monétaire pour éviter tout emballement. La surveillance en temps réel des indicateurs économiques limite les risques majeurs. Chaque décision monétaire est prise collectivement au sein d'une alliance régionale, renforçant la résilience face aux chocs extérieurs. C'est là que la souveraineté économique prend tout son sens. Elle n'est plus une abstraction, mais une réalité vécue et mesurable. Ce pouvoir, longtemps confisqué, irrigue enfin le quotidien des communautés. Les familles bénéficient d'un accès direct à des ressources longtemps promises, mais jamais tenues. Les jeunes générations découvrent qu'elles peuvent enfin investir dans leur avenir, ici, sans rêver d'ailleurs. Mais rien n'est gagné. Car face à cette renaissance économique, les menaces pèsent toujours. À la moindre erreur, à la moindre faille dans la coordination ou la gestion, la région pourrait basculer et tout le processus serait remis en cause. La pression internationale est forte, les défis internes nombreux. Il s'agit désormais de tenir le cap, de maintenir la confiance et de prouver que cette autonomie n'est pas un feu de paille, mais bien le socle d'un nouveau départ. Ce bouleversement, enfin, révèle une dimension inattendue. La monnaie elle-même devient un levier de transformation sociale et politique. Elle redéfinit non seulement l'économie, mais aussi les rapports de force, la capacité d'innovation, l'initiative locale. Les communautés, d'abord hésitantes, s'approprient cette souveraineté et s'organisent pour la défendre. Les initiatives fleurissent, les jeunes entreprennent, les projets locaux gagnent en ambition. Ce n'est plus une simple réforme monétaire, c'est le point de départ d'une nouvelle ère, où chaque acteur local redécouvre son pouvoir d'agir. Mais alors, quelles conséquences cette transition entraîne-t-elle pour l'avenir du Sahel, et jusqu'où peut-elle aller? Le Sahel, de spectateur à acteur, que devient une région qui reprend son destin en main? C'est là que tout bascule. Jusqu'ici, le monde voyait le Sahel comme une zone sous tutelle, spectatrice de ses propres drames, dépendante des décisions venues d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la dynamique change. Libéré du CFA franc, le Sahel ne subit plus, il construit, il choisit, il oriente. C'est l'amorce d'un effet domino aux conséquences profondes, sur la région et bien au-delà. Concrètement, la stabilisation progressive s'observe déjà. Les États reprennent peu à peu le contrôle de leur budget et de leurs priorités.
Là où les décisions économiques majeures étaient autrefois dictées par des instances internationales ou extérieures, elles émanent désormais des gouvernements locaux, en fonction des besoins réels de la population. Les investissements, longtemps freinés ou orientés vers l'extérieur, se redirigent vers des projets locaux, routes, hôpitaux, écoles, irrigation, soutien à l'agriculture et à l'artisanat. Cette souveraineté retrouvée, c'est d'abord du concret pour le quotidien. Politique aussi, la manœuvre s'avère stratégique. Les chefs d'État, Ibrahim Traoré en tête, renforcent leur légitimité à travers des choix coordonnés, pensés collectivement avec l'ensemble des pays du Sahel. Ce n'est plus un pays isolé qui tente de se débattre, mais une coalition qui partage ses risques, mutualise ses solutions et affiche une solidarité inédite face aux pressions extérieures. Cette unité donne plus de poids à chaque décision. Les négociations avec les partenaires étrangers se font désormais depuis une position de force, non plus de faiblesse. Une transformation de cette ampleur ne pouvait passer inaperçue. Les voisins observent, certains s'inspirent déjà. On voit poindre des ajustements de stratégie chez ceux qui, hier encore, jugeaient le modèle trop risqué ou trop radical. L'exemplarité du Sahel, désormais acteur de sa souveraineté, crée une nouvelle référence pour l'Afrique de l'Ouest, voire pour tout le continent. Ce qui était perçu comme une aventure isolée devient un modèle à suivre, un précédent. Déjà, des alliances régionales se renforcent autour de cette nouvelle dynamique, dessinant les contours d'une intégration économique plus vaste, moins dépendante des anciennes puissances. Mais qu'en est-il des effets concrets pour la société ? Le changement se fait sentir sur toutes les couches sociales, du sommet de l'État jusqu'aux plus petites communautés rurales. Les budgets locaux, enfin libérés de contraintes extérieures, permettent aux mairies et aux collectivités de financer ce qui compte vraiment. La réhabilitation des écoles, le soutien aux centres de santé, l'accès à l'eau potable ou la modernisation des marchés villageois. Les entreprises locales, jusque-là bridées par un manque de liquidité et de confiance, voient arriver de nouvelles lignes de crédit et des facilités pour investir dans la transformation, l'innovation ou l'exportation de produits locaux. Les commerçants et agriculteurs, eux, constatent que leur travail devient plus rentable, mieux protégé, que leurs récoltes cessent d'être bradées sur des marchés défavorables. Pour les jeunes générations, c'est un souffle nouveau. Fini le sentiment d'impuissance face à l'avenir. L'entrepreneuriat est encouragé, l'accès au financement plus simple, et la perspective de bâtir un futur dans la région devient crédible. La confiance collective renaît, l'idée même de citoyenneté prend une nouvelle dimension. Chacun comprend que sa voix, son initiative, son projet, peuvent désormais compter dans le développement global du pays. Cependant, tout n'est pas gagné. Les risques sont bien réels. Les obstacles imprévus apparaissent, les tensions internes aussi. Parfois, la transition monétaire entraîne des perturbations temporaires, des chaînes d'approvisionnement ralenties, des difficultés de change, des crispations locales face à l'inconnu. Les pressions extérieures, économiques ou diplomatiques, ne faiblissent pas du jour au lendemain. Mais la planification rigoureuse, la coordination entre États et la volonté d'adaptation limitent l'impact de ces crises. La souveraineté, ici, ne se déclame pas. Elle se pratique, jour après jour, dans la résolution concrète des problèmes et l'ajustement constant des politiques. Ce qui était un concept abstrait devient, pour la première fois, une réalité vécue et mesurable. Les choix faits aujourd'hui, dans chaque village, chaque entreprise, chaque ministère, sont décisifs. Ils vont déterminer si cette révolution sera un vrai basculement vers l'indépendance ou si, au contraire, des failles dans la gestion ouvriront la porte à un retour de la dépendance et des influences extérieures. Tout est encore possible. L'histoire s'écrit au présent. Alors, à ce stade, une question brûlante pour chacun d'entre nous. Comment concrètement profiter, ou risquer de passer à côté, de cette révolution qui redéfinit l'ordre économique et social du Sahel ? Ne restez pas spectateurs. Comment transformer la souveraineté nouvellement acquise en opportunité réelle ? Voilà la question clé que tout le monde doit se poser aujourd'hui. La rupture avec le CFA franc, impulsée par Ibrahim Traoré, n'est pas simplement un fait historique ou une victoire symbolique. C'est le début d'un nouveau chapitre, où chaque acteur, qu'il s'agisse de l'État,
des entreprises ou des citoyens, a non seulement le droit, mais surtout le devoir de jouer un rôle actif. Attendre ou se replier sur ses anciennes habitudes, c'est prendre le risque de voir passer la chance d'être acteur de sa propre histoire et de laisser d'autres décider à votre place. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour nous tous? D'abord, du côté des États et des institutions publiques, la souveraineté monétaire exige davantage qu'un simple changement de billet. Elle impose au gouvernement de prioriser l'investissement local, de renforcer l'éducation, la santé, l'agriculture. Cela veut dire, très pratiquement, concevoir des budgets qui reflètent les besoins réels des populations, suivre finement les indicateurs économiques et s'assurer que chaque décision politique ait un effet mesurable sur la vie quotidienne. Les gouvernements doivent désormais s'assurer que chaque franc investi profite d'abord aux communautés locales et réduit la dépendance vis-à-vis des flux extérieurs. La réussite se juge à l'augmentation des fonds dédiés aux services essentiels, à la hausse de l'autonomie alimentaire et à la capacité de résister aux pressions extérieures. C'est une responsabilité immense, mais aussi une chance unique de redéfinir le contrat social avec les citoyens. Pour les entreprises, PME ou grandes structures, la nouvelle donne appelle à un repositionnement stratégique. Il ne suffit plus d'attendre des directives ou des subventions. Il faut réinvestir localement, moderniser les outils de production, créer de l'emploi durable. Dans ce contexte, les marges de manœuvre sont élargies. Les entreprises qui s'engagent dans la modernisation, l'innovation et la création de valeur sur place deviennent les moteurs de la croissance régionale. Les succès se lisent dans la croissance des investissements, la stabilité retrouvée des chaînes d'approvisionnement et surtout la capacité à générer des emplois locaux. Plus que jamais, chaque entrepreneur a la possibilité de transformer l'environnement économique et de participer activement à la nouvelle dynamique régionale. Et pour les populations dans tout ça? Il serait facile de croire que les changements monétaires et politiques se jouent loin des préoccupations quotidiennes. Mais c'est faux. La transformation ne sera durable que si chaque citoyen s'en saisit. Cela passe par l'adoption de pratiques économiques responsables, par la participation à la vie locale, que ce soit à travers des coopératives, des initiatives communautaires ou la consommation de produits locaux. C'est aussi faire preuve de vigilance, en s'informant, en posant des questions, en demandant des comptes à ceux qui prennent les décisions. L'impact de cette implication se mesure très concrètement. Accès amélioré aux services, hausse du pouvoir d'achat, meilleures conditions de vie pour les familles et les jeunes générations. Un autre levier de réussite est la coopération régionale. Aucun État ne peut, à lui seul, garantir la stabilité et la prospérité dans un contexte mondial complexe. Le partage des bonnes pratiques, la coordination des politiques économiques et l'ouverture à l'expertise internationale sont clés pour éviter l'isolement et assurer la durabilité du changement. C'est grâce à cette solidarité entre États que la région pourra résister aux pressions extérieures et éviter les pièges de la fragmentation. S'inspirer des réussites des voisins, adapter les solutions à la réalité de chaque territoire, c'est ce qui permettra au Sahel de consolider ses acquis et de rester maître de son destin. Mais attention, le plus grand risque aujourd'hui, c'est la passivité. Ceux qui pensent que le train de la transformation passera sans eux se trompent. L'inaction expose chacun à subir, plus tard, les conséquences des choix faits par d'autres. La souveraineté n'est pas un acquis, mais un exercice permanent de responsabilité partagée. Ceux qui s'engagent aujourd'hui seront ceux qui récolteront demain les fruits de cette nouvelle autonomie. Ceux qui attendent risquent de voir leur voix marginalisée, leurs intérêts négligés. Alors, concrètement, comment passer de la compréhension à l'action? Les États doivent continuer à planifier, à investir et à mesurer les résultats de chaque politique publique. Les entreprises doivent capitaliser sur la nouvelle stabilité, innover, s'unir autour de projets structurants et tirer parti des conditions favorables à l'investissement local. Les citoyens, de leur côté, doivent s'informer, prendre part au débat, soutenir les initiatives locales et exiger de la transparence. Et tous ensemble, il faut renforcer les liens régionaux, partager les réussites comme les difficultés, pour bâtir une souveraineté solidaire et durable. Ce mouvement historique,
initié par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement une page d'histoire à observer. Il est un appel à transformer la connaissance en action, à saisir l'opportunité de bâtir un avenir commun plus autonome, plus juste, plus prospère. Reste à conclure. Dans ce mouvement historique, quel sera votre rôle? Ce changement n'est pas une analyse lointaine. Il vous concerne. Que faites-vous maintenant? Le bouleversement que connaît aujourd'hui le Sahel n'est pas une abstraction ni une fiction réservée aux experts ou aux décideurs politiques. Il s'agit d'une réalité qui façonne dès maintenant votre quotidien, votre avenir et celui de toutes les générations à venir. La rupture avec le CFA franc, porté par Ibrahim Traoré, n'est pas qu'un symbole ou un slogan. C'est une stratégie concrète, planifiée et mise en œuvre qui a déjà transformé la vie de milliers de personnes. Alors, face à ce tournant, la vraie question est de savoir quel rôle chacun de nous veut jouer. Ignorer ce qui se passe, rester en retrait ou minimiser l'impact de cette mutation, ce serait laisser filer une chance historique, celle de participer, d'influencer ou de profiter d'un moment unique où tout, littéralement tout, est en train de changer. Dans un contexte où l'équilibre économique est redéfini et où les rapports de pouvoir évoluent à vitesse accélérée, le risque n'est pas d'agir, mais bien de ne rien faire. L'histoire n'attend pas. Elle avance, et ceux qui restent à l'écart se condamnent à subir des décisions prises sans eux. Vous l'avez entendu tout au long de cette vidéo. La transformation du Sahel s'opère à tous les niveaux. Les États, pour la première fois depuis des décennies, reprennent la main sur leurs ressources et leurs choix budgétaires. Cela veut dire plus de financement local pour l'éducation, l'agriculture, la santé, des secteurs trop longtemps dépendants de décisions extérieures. On observe déjà des hôpitaux mieux équipés, des écoles qui fonctionnent, des marchés qui revivent. Ce ne sont pas de simples annonces, ce sont des mesures concrètes, tangibles, qui répondent à des besoins réels. Mais ce rebond ne concerne pas que les institutions. Les entreprises, les petites et moyennes structures, les coopératives, peuvent désormais réinvestir localement, développer des solutions adaptées à la réalité du terrain, créer des emplois, moderniser la production. Les marges de manœuvre budgétaires sont enfin là pour accompagner des projets qui étaient autrefois bloqués. Si vous êtes entrepreneur, si vous portez une idée ou une initiative, ce contexte vous ouvre des portes inédites. À vous de saisir cette opportunité, de prendre des risques calculés, d'innover et de bâtir pour votre communauté. Et au niveau de chaque citoyen, de chaque famille, l'autonomie retrouvée se traduit par une responsabilité nouvelle, celle d'adopter des pratiques économiques responsables, de participer activement à la vie locale, de soutenir les initiatives collectives. On ne parle plus d'attendre une aide extérieure. On parle de prendre sa place, d'agir ici et maintenant, avec les moyens dont on dispose. Les résultats s'observent dans le quotidien. Un meilleur accès aux services, des revenus qui progressent, une implication croissante dans les projets de quartier, dans les coopératives, dans les associations. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou d'indicateurs économiques. C'est un renouveau psychologique et social. On constate une fierté retrouvée, un sentiment de confiance et de solidarité qui s'ancre dans les communautés. Les gens se sentent enfin acteurs de leur destin. Cette dynamique collective, cette énergie nouvelle, c'est elle qui fera la différence dans la durée. Parce que la souveraineté n'est pas une victoire acquise une fois pour toutes. Elle se construit et se protège jour après jour par une vigilance citoyenne, par l'échange, la coopération, la transmission des expériences. Ibrahim Traoré, par ses choix audacieux et sa vision stratégique, a certes insufflé le mouvement, mais c'est la mobilisation de tous qui le rendra durable. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. La trajectoire du Sahel le prouve. Il a suffi d'une volonté politique forte, appuyée par des mesures concrètes, pour transformer en profondeur l'ordre établi. Aujourd'hui, la route est tracée, mais rien n'est figé. Il appartient à chacun de comprendre ce qui se joue, de s'informer, de débattre, de contester parfois, mais surtout d'agir à son niveau. Car chaque action, même minime, alimente cette dynamique. Chaque voix compte, chaque décision pèse. Alors, posez-vous la question. Qu'allez-vous faire de ce moment?
Allez-vous simplement observer ou saisir l'occasion de faire partie du changement? Partagez cette vidéo, discutez-en autour de vous, informez ceux qui doutent ou qui ignorent encore l'ampleur du bouleversement en cours. Cherchez à comprendre ce que ces transformations impliquent pour vous, pour vos proches, pour votre environnement. Quels choix, quelles expérimentations pouvez-vous tenter pour renforcer votre autonomie et celle de votre communauté? Quelles leçons tirer de ce processus pour mieux s'adapter et prospérer dans cette nouvelle réalité? En participant activement à cette réflexion, en échangeant, en restant curieux et attentif, vous vous donnez la possibilité de ne plus subir l'histoire, mais de l'écrire. Au Sahel, une ère nouvelle démarre. Elle n'attend pas. Elle se vit, maintenant, par chacun, pour tous. Ne restez pas simples spectateurs, devenez acteurs et ensemble, construisons un avenir où la souveraineté ne sera plus jamais un mythe, mais un choix collectif et assumé.